Bonjour, bonne année 2020 et bienvenue dans ce nouvel épisode 40 de ma revue d'activité parlementaire. C'est Daniel Obodo en mode député. Bonjour à tous, bonjour Daniel, bonne année à tous. Mois de janvier, un programme très riche qui s'annonce, mais avant tout, générique. Alors, pour ce numéro 40, donc un programme assez complet, on va comme d'habitude faire plusieurs séquences. Pour commencer, Laurence va nous parler de la loi N sur Internet. On va aussi aller faire un tour du côté de la Goutte d'Or et plus précisément de la salle Saint-Bruno. Et enfin, Brune va nous parler un petit peu du programme du mois de février et de mars, de ce qui va se passer à l'Assemblée, des grands débats qui vont avoir lieu. Pour commencer, bien sûr, un point politique un peu général. Comment se passe la rentrée, Daniel ? La rentrée commence sur les chapeaux de roue, effectivement. On est dans la continuation du mouvement social qui a débuté l'hiver dernier, depuis le 5 décembre, avec la mobilisation contre la très mauvaise réforme des retraites menée par Macron et son gouvernement. On a eu une grève qui s'est maintenue pendant les vacances, la fin de l'année, le début d'année, des mobilisations importantes. Et aujourd'hui, on voit se développer de nouvelles formes d'action. Il y a une sorte d'extension du domaine de la lutte avec des mobilisations qui prennent des formes diverses. Il y a eu, depuis le mois de janvier, des marches au flambeau dans plusieurs villes. Il y a eu les concerts donnés par l'Opéra de Paris, les spectacles. Vous avez les actions symboliques, par exemple des avocats et avocates qui ont jeté leur robe au pied de la ministre, qui symbolise, et je trouve que c'est un geste très très fort. D'ailleurs, ça a été repris par d'autres professions qui se sont mis à jeter des symboles en fait de leur profession, non pas par désinvolture, mais par exemple, mais moi je le comprends vraiment comme une manière de renvoyer au pouvoir en fait ce que signifie le travail qu'ils font et qu'elles font pendant une bonne partie de leur existence et qui devrait leur faire bénéficier ensuite d'une retraite digne. Et en fait, il y a un tel mépris du pouvoir macroniste du travail, de tous les salariés, que voilà, ce geste est un défi, en fait, un signe de résistance qui est renvoyé au pouvoir. Et donc, voilà, toutes ces formes d'action qui disent en fait la profondeur de ce mouvement. On voit toutes les professions sont représentées. Les avocats qu'on voit aujourd'hui dans des manifestations aux côtés de la CGT qui ont renouvelé leurs appels à la grève. Et puis, c'est vrai qu'il y a besoin aussi d'accompagner les grévistes, puisqu'il y a beaucoup de professions qui sont encore en grève. Donc ceux et celles dans les transports ont tenu pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, plus d'un mois de grève. C'est historique, c'est un mouvement historique qui leur a coûté et qui coûte très très cher parce que ce sont des payes modestes, plus d'un mois de paye, certains vont avoir 0 sur leur fiche de paye, d'où l'importance des caisses de grève, d'où l'importance de cette solidarité parce que ils se sont battus pour nous, pour tout le monde, pour l'intérêt général. Donc c'est vrai que c'est cette atmosphère de lutte et de revendication qui est très inspirante. C'est dur, hein, la lutte, comme je l'ai dit, la grève, tenir les piquets. Je pense que celles et ceux qui reprennent aujourd'hui, parce que voilà, au bout de plus d'un mois, le gouvernement est figé dans son obstination et lui radicalisé et s'entête dans cette mauvaise réforme parce qu'il est au service de la finance, parce que c'est la feuille de route donnée par la Commission européenne et parce qu'il a une vision tellement absurde du travail et de la société qui devrait être celle du partage, quand l'activité, les richesses qui sont produites par la majorité des salariés devraient leur bénéficier et dans le sens de l'intérêt général et dans le sens d'une société où c'est tous ensemble plutôt que chacun pour soi. Lui, il développe avec la volonté dans cette réforme, et c'est d'ailleurs dans le texte de loi qui va être débattu à l'Assemblée,
Ils développent l'épargne par capitalisation. C'est une logique vraiment où on donne le plus bas possible de retraite filet, et puis ensuite chacun va essayer tant bien que mal de compléter. Et puis surtout la finance, les assureurs, BlackRock et compagnie, qui ont tout intérêt à ce type de système. Mais voilà, ça dit vraiment l'écart, le décalage qu'il y a entre voilà, la Macronie, le monde dans lequel ils vivent et le monde dans lequel ils veulent nous faire vivre, et puis cette solidarité, ce grand mouvement. Donc c'est vrai qu'on est un peu porté par ça, avec aussi le sens du moment historique qu'on est en train de vivre, des responsabilités qui sont les nôtres, et donc notamment en tant que parlementaire où c'est, je crois, notre responsabilité d'être aux côtés de celles et ceux qui luttent, qui sont en grève, de leur apporter notre soutien. Nous avons fait une caisse de grève des députés de la France Insoumise, ceux de l'Assemblée nationale, ceux de la délégation au Parlement européen. Donc voilà, sur les piquets, dans les manifestations, et puis à l'Assemblée, on va avoir donc le texte qui va arriver. Nous avions proposé une motion de censure. Nous sommes 17, nous ne pouvons pas la déposer tout seuls. Nous l'avons proposé aux collègues qui disent être contre la loi et qui se battent pour son retrait, parce que la motion de censure, c'est justement un outil parlementaire qui permet de mettre le gouvernement devant ses responsabilités, de dire à quel point nous sommes contre en fait, tout l'état d'esprit de sa réforme et toute la politique qu'il mène. C'est donc une proposition qui est sur la table, et puis surtout la bataille pour le retrait et contre voilà, l'ensemble de cette loi qui nous attend. Mais voilà, je pense que je voulais insister là-dessus, parce que c'est vraiment l'état d'esprit qui crée une atmosphère comme ça, je pense, d'instabilité, de tension, malgré la répression, parce que ça c'est aussi l'autre caractéristique. On l'a vu depuis plus d'1 an. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, la seule réponse du pouvoir a été la matraque, la répression violente. Il y a eu des morts, des centaines de blessés, des milliers de personnes qui ont été mis en garde à vue, qui aujourd'hui font de la prison ferme pour s'être révoltés, pour s'être mobilisés. Aujourd'hui ont même peur d'aller manifester. Oui, bien sûr. On n'a pas le compte. Exactement, et il y a un sentiment, mais je trouve que y compris le fait que les manifestations continuent, ça prend d'autres formes. C'est important de le dire, et que dans la très grande majorité, d'ailleurs, les mobilisations se passent bien, parce que les gens, ils viennent, ils ont des revendications, ils veulent se faire entendre. Il y a une dimension collective aussi dans le fait de se voir et de voir qu'on est nombreux. Donc c'est la très grande majorité, mais c'est vrai que la stratégie qui n'est pas du maintien de l'ordre, qui est de l'organisation du désordre, un climat de peur. Ils veulent instiller la peur, ils veulent obliger les gens à rester chez eux, à surtout pas avoir ce sentiment collectif de rassemblement, de solidarité que les grandes manifestations procurent. Et puis voilà, c'est une vision de la politique où on confond ordre policier et ordre républicain. Aujourd'hui, la Macronie, elle a mis en place un ordre policier où un préfet se permet d'expliquer qu'il n'est pas dans le même camp que la citoyenne à laquelle il parle, ce qui est un non-sens. La police doit être au service du peuple, elle est au service des citoyens, si elle est républicaine. Sinon, on ne parle pas de police républicaine, et c'est bien d'autre chose. Et ça, c'est très grave. Et je pense que ce qui s'est passé là ces derniers mois, depuis les Gilets jaunes, mais là ça s'est beaucoup accentué avec la vague de violences policières qui se sont abattues sur les manifestants et manifestantes, il y a à travers cette répression aussi la prise de conscience à une échelle beaucoup plus large que c'était le cas, parce que ces questions-là, elles étaient ces revendications-là d'interdiction des techniques d'immobilisation létale, d'interdiction des armes, des LBD, flashball à l'époque, elles ont été portées pendant des années par des collectifs de familles, de victimes, d'habitants et habitantes des quartiers populaires, parce que c'est là où c'est exercer d'un certain point de vue les violences policières en particulier. Pas à l'époque, mais on en parlait très peu, et c'était peu entendu, parce qu'il y a une stigmatisation, un mépris de classe, un racisme vis-à-vis d'une majorité de ces populations qui s'est exercé, et donc voilà, on trouvait toujours, et d'ailleurs ils utilisent toujours les mêmes ficelles,
une manière de justifier cela. Mais là, la répression a pris une telle ampleur, ça a touché des catégories de la population qui n'avaient jamais été confrontées justement à cette violence d'État. Et puis il y a eu des morts. Zineb Redouane, Steve Kaniko, aujourd'hui Cédric Chouviat. Même si c'est pas exact, c'est pas dans le contexte de la manifestation, c'est dans le contexte où on a une police républicaine qui ne fait plus son travail de protection, de garantie de droits constitutionnels, mais de répression. Et ça, c'est très grave. Et donc, cette prise de conscience, elle est importante parce qu'elle permet de faire converger des batailles et des revendications intrinsèquement démocratique. Voilà, il s'agit de la défense de droits et libertés, le droit à la sûreté, le droit de ne pas être soumis à l'arbitraire d'État, à la violence par l'État, qui doit garantir notre bien-être physique, corporel, émotionnel, le droit de manifester. Donc ces revendications, ces demandes, ces exigences qui sont portées, comme je le dis, par des collectifs tels que le collectif Vivolé, avec lesquels nous avons travaillé pendant plusieurs mois, en 2017 et en 2018 pour faire cette proposition d'interdiction des techniques d'immobilisation létale. C'est une proposition de loi que nous avions déposée l'année dernière à l'Assemblée nationale, que nous avons mis dans notre niche, on va en parler dans ce qui a à venir, mais voilà, on avait mis ça dans notre niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est le moment où on a la possibilité de mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale nos propositions. Et donc là, nous l'avons mis avec plusieurs autres textes pour que ce soit débattu à l'Assemblée et pour mettre aussi la majorité parlementaire devant ses responsabilités. Donc voilà, je voulais rendre hommage aussi à ce travail des associations, des collectifs, des familles de victimes qui, comme le collectif Vivolé, comme le collectif de soutien de Justice et Vérité pour Lamine Dieng, comme le collectif Adama Traoré pour la justice pour Adama, tant d'autres, le collectif sur Urgence notre police assassine. Voilà, tous ces mouvements qui ont porté pendant des années ce combat juste, digne et qui ont peut-être aujourd'hui, grâce à la mobilisation et à la pression et à la publicité de ce qui se passe, on va peut-être arriver à faire admettre au gouvernement ses responsabilités, à faire interdire tout ça. Donc voilà, on est porté par ça. Et voilà, c'est sous ces auspices un peu, en tout cas moi ça m'inspire en tant que élue et puis en tant que citoyenne et militante pour ces causes, pour la démocratie, pour l'égalité des droits, pour une vie digne, une retraite digne. Donc on est dans cette vague de mobilisation citoyenne et voilà, et ça inspire pour la nouvelle année. C'est inspirant, il y a plein de bonnes idées et merci, la transition était toute trouvée. Tu as évoqué un peu la niche parlementaire. Justement, je suis allé voir Brune et je suis allé lui demander un petit peu quel était l'agenda du mois de février et mars. Ça tourne autour de la niche parlementaire, ça tourne aussi autour d'autres questions. Il y a les municipales qui approchent. Ouais. Je vous invite le projet de loi sur les retraites, ça va être une grosse bataille à l'Assemblée. Bien sûr. On en reparlera. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'en termes de propositions et de ce que nous on va mettre en avant sur l'idée que leur monde en perdition, notre monde en construction, on a beaucoup parlé de cette idée-là. Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi l'éclosion de formes de solidarité et la mise en valeur on peut faire autrement. Et donc, à travers les propositions de la niche parlementaire, il y a cette volonté-là aussi. Je vous invite du coup à en apprendre un peu plus avec cette séquence de Brune à l'Assemblée. Bonjour et bonne année 2020, de joie et de lutte à tout le monde. Moi, je vais vous parler un peu des grands points qui sont à l'agenda de Daniel pour les mois de janvier, février et mars. Donc le premier grand point, c'est évidemment la participation et le soutien aux campagnes des municipales. Donc Daniel, comme tous les députés du groupe de la France Insoumise, est référente de plusieurs départements dans lesquels il n'y a pas d'élus de la France Insoumise, et elle se rendra dans plusieurs départements pendant ces 2 mois pour soutenir les listes locales. L'autre, évidemment, gros sujet qui va nous occuper, c'est le texte de la réforme des retraites. Et c'est pas encore sûr, on ne gagne pas d'ici là.
Donc la position de la France Insoumise, c'est qu'il est impossible de discuter de ce texte comme ça après les mois d'opposition, de mouvements sociaux qu'il y a eu et l'opposition nette de la majorité du pays face à ce texte. C'est pour ça que la France Insoumise a déposé une motion de censure contre le gouvernement sur ce texte-là. On ne peut pas juste reprendre le train-train des discussions parlementaires, des débats, des amendements, ceci, cela, comme s'il ne s'était rien passé. Le moment est trop grave et ce texte est trop important et est vraiment le symbole de la méfiance de la population vis-à-vis du gouvernement. Le gros point d'actualité pour le groupe dans les prochains mois, c'est évidemment ce qu'on appelle la niche parlementaire. Donc la niche parlementaire, c'est ce moment de l'année où les groupes d'opposition peuvent proposer des textes qui seront discutés dans les commissions et puis dans l'hémicycle. Donc il y en a assez peu en fait dans l'année, donc on a peu de fois l'occasion de faire vraiment nos propositions et qu'elles soient discutées. Le groupe La France Insoumise n'a qu'une journée par an. Cette journée, ce sera le 5 mars. On a plusieurs textes en discussion. Celui que va défendre Daniel Obono, c'est celui sur le Green New Deal, dont on aura largement l'occasion de reparler. Mais je voudrais vous parler de 2 autres textes qui seront en discussion par le groupe. Donc le premier, c'est celui pour l'interdiction des techniques d'immobilisation létale. Les techniques d'immobilisation létale, c'est ces techniques utilisées par la police pour arrêter des personnes et qui ont plusieurs fois causé des morts. C'est ce qu'on appelle aussi le cubitus ventral, le fait d'appuyer quelqu'un qui est allongé sur le ventre, d'appuyer fortement sur son dos. En fait, c'est très dangereux et ça a causé plusieurs morts. Le dernier en date, c'est Cédric Chouard, mais il y a eu beaucoup, dont peut-être vous avez entendu parler d'Adama Traoré, et en fait la liste est longue des personnes qui sont mortes à cause de ces techniques qui sont interdites dans plusieurs pays. Il est vraiment nécessaire de les interdire en France aussi. C'est un texte qui sera défendu par François Ruffin lors de notre niche, mais qui a été écrit par le cabinet de Daniel Obono. Un autre texte auquel on tient beaucoup, c'est un texte pour lutter contre les violences sexuelles à l'égard des enfants. C'est un sujet qui nous concerne particulièrement à la commission des lois. Et pour lequel Daniel Obono a proposé plusieurs amendements au cours des textes. Et là, un des textes qui sera discuté pendant la niche, c'est une proposition de loi qui sera défendue par Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui dit qu'en cas de rapport sexuel entre un adulte et un enfant, on suppose qu'il y a eu une contrainte. Aujourd'hui, dans la loi, assez incroyablement, ça n'est pas le cas, il faut prouver la contrainte. Nous, on suppose que dans ce cas, on peut dire qu'il y a une contrainte, charge à la défense de l'accusé de prouver le contraire. C'est important, c'est un débat qui va être important, qui n'est pas facile. Les associations sont parfois divisées sur quelles sont les mesures législatives à prendre, mais c'est tout de même un débat vraiment fondamental. C'est un sujet sur lequel Daniel Obono continuera à travailler avec des propositions de loi aussi sur la lutte contre la pédocriminalité. Voilà, c'était un peu les grands axes. Évidemment, il y en aura d'autres, on aura l'occasion d'en discuter, mais les grands points qui vont rythmer l'agenda de ces 3 prochains mois. À bientôt! Alors, Brune l'a évoqué, Daniel, tu vas t'occuper de la question du Green New Deal. J'ai vu qu'il y avait eu des auditions aussi très intéressantes que tu avais passées. Il y a vraiment un travail et c'est en parallèle avec ce qui se passe un petit peu au niveau du Parlement européen. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors c'est une proposition de résolution sur la bifurcation écologique nécessaire si on veut faire face à l'urgence climatique et à l'enjeu de transformer l'ensemble de notre société, notre manière de produire, de consommer, d'échanger, pour s'adapter à ce monde en changement et donc notamment à l'impact du changement climatique. Donc c'est un projet, je suis rapporteur sur ce texte que nous avons mis à l'agenda de notre niche parlementaire avec bien sûr Mathilde Panot, qui est donc députée du 94 et qui est surtout commissaire au développement durable. Donc c'est elle, vous avez dû en entendre parler, la voir, l'écouter, qui est un peu la députée référente sur toutes ces questions. Là, elle a été très impliquée dans toutes les mobilisations sur ce sujet, notamment à Bure, mais elle a porté aussi notre proposition sur la fin du nucléaire. Bref, voilà, on travaille ensemble sur ce projet qui s'inspire en partie de ce qui a été fait notamment aux États-Unis par des députés démocrates, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez est co-signée par plusieurs centaines de membres du Congrès et aussi on s'inscrit dans la continuité de ce qu'on défend depuis l'avenir en commun. Ce qu'il y a dans l'avenir en commun,
où la question de la transition écologique est le fil rouge et vert qui articule un peu tout notre programme. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce débat à l'Assemblée, après avoir proposé de déclarer l'état d'urgence climatique. Nous l'avions fait l'année dernière, ce qui a amené à l'inclusion de cet état d'urgence climatique dans un des textes de loi à l'Assemblée nationale. Nous pensons que ça aurait dû être une résolution en propre, mais ça a été un premier pas et c'était important grâce à notamment l'intervention de Mathilde Panot lors de questions au gouvernement, où elle avait interpellé le gouvernement sur la nécessité de cette déclaration un peu solennelle de l'état d'urgence climatique. Il faut aller plus loin et justement pas simplement s'arrêter à la déclaration d'intention, mais expliquer comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette bifurcation. On parle d'une bifurcation et d'un pacte des jours heureux, en s'inspirant donc notamment du programme national de la résistance de 1945, les jours heureux, parce qu'il s'agit d'articuler la question donc de la réponse au changement climatique, environnemental, mais surtout une question économique, sociale, politique, parce qu'il va falloir transformer tout notre modèle économique, le type d'emploi qu'on va développer, il va falloir former, il va falloir dans l'agriculture, de l'agriculture à l'industrie, au service, voilà, repenser cela. Voilà pourquoi une des dimensions importantes qu'on met en avant, c'est la question de l'articulation entre la justice climatique et la justice sociale. Et dans cette dimension-là, une des propositions qui était déjà dans le programme, mais qui prend tout son sens dans cette résolution de droit opposable à l'emploi, c'est justement pour créer d'abord les bases nécessaires, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de l'activité, de l'implication de tous et toutes, et puis parce que voilà, c'est une question extrêmement importante de garantir l'emploi de tous et toutes et de garantir un salaire décent pour tous et toutes dans ce moment de transition et de bifurcation qu'on va connaître. Donc voilà, c'est une dimension sociale importante, une dimension démocratique fondamentale, parce que nous ne pourront répondre à ce défi civilisationnel que si la grande majorité de la population adhère au projet de transition écologique et décide, et le pouvoir aussi de déterminer, parce que en vérité ce sont les gens, les habitants, les populations qui savent souvent en premier lieu, en premier chef, quels sont les besoins et qui ont l'intelligence et la créativité pour y répondre. Et donc la dimension démocratique est le troisième versant de cet enjeu, de cette bifurcation, de ce pacte des jours heureux. Donc voilà le projet. Nous avons commencé depuis décembre des auditions justement pour discuter avec des spécialistes du sujet, des scientifiques, des chercheurs, des économistes, des sociologues, mais également ce qui est prévu, c'est de rencontrer des représentants d'organisations syndicales, parce que justement la question de l'emploi, de l'activité économique, de la répartition des richesses est fondamentale, avec aussi une dimension internationale, parce que, on le sait, le changement climatique est accéléré aussi par les inégalités sociales, économiques dans les pays propres, et puis au niveau international, celles et ceux qui subissent le plus son impact sont les pays du Sud, les populations du Sud, les plus pauvres, les riches polluent et les pauvres polluent le plus, et les pauvres en subissent en premier lieu les conséquences. Donc, y compris la manière dont on va développer le protectionnisme auxiliaire, la relocalisation des activités doit se faire dans une coopération avec les pays à travers le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une population entière de faire des efforts énormes, alors qu'à côté, ils vivent des gens qui vivent dans la richesse, voilà, et dans l'abondance, et dans la... Exactement. Et puis, il ne s'agit pas de reproduire des formes de prédation de pays riches sur les pays pauvres au motif justement de la transition écologique, etc. Il ne s'agit pas non plus de mettre une étiquette éthique sur des produits verts alors qu'ils sont produits dans des conditions extrêmement problématiques contre les droits sociaux, contre les droits humains, etc. À l'autre bout de la planète. Donc voilà, il y a cette dimension internationale et internationaliste extrêmement forte. Donc on reçoit, on discute avec des chercheurs aux États-Unis, mais aussi sur la base des travaux que je fais moi-même en tant que présidente du groupe d'amitié France-Bangladesh. Et avec tous les
les recherches qui sont faites et l'expérience de ces populations de ce pays sur la question du changement climatique, parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre justement d'autres pays qui développent aujourd'hui des formes de résilience extrêmement utiles, créatives et dont on aura besoin. Voilà, donc cette proposition de résolution, donc au-delà même du texte, c'est important symboliquement et comme engagement politique que ce soit débattu et voté, j'espère, à l'Assemblée nationale, mais surtout c'est un processus, ce processus de construction de propositions politiques qui sont au cœur de notre programme de transformation sociale et écologique. Et donc, voilà, à travers ces auditions, ce débat à l'Assemblée lors de la niche, et puis bien sûr, après, parce qu'en fait, c'est tout un éventail. Il y a cette résolution qui est un peu le chapeau de toutes les propositions de loi qui vont traduire concrètement, en termes de politique publique, je parlais du droit opposable à l'emploi. Il y a en ce moment Mathilde Panot qui travaille sur une proposition de loi sur les forêts. Voilà, c'est une ressource à protéger et à développer pour justement cette transformation. Il y a tout un ensemble de propositions de loi qui s'inscrivent justement sur ce thème. Et donc, voilà, c'est aussi pour marquer ce que nous apportons en tant que force de proposition, force de gouvernement, mais de proposition en dialogue avec tout le champ, les mouvements sociaux, les collectifs, les scientifiques, et les organisations syndicales sur cette question fondamentale. Donc voilà, la niche a lieu le 5 mars, le jeudi 5 mars, et donc d'ici là, on a filmé les auditions comme on le fait toujours, et on vous... Elles sont passionnantes, j'ai eu l'occasion aussi de les découper un petit peu et d'écouter les différentes interventions, et je vous invite vraiment à voir ce que disent un peu les spécialistes scientifiques et chercheurs sur ces questions. Et à y réfléchir vous aussi, parce que la question, par exemple, à l'occasion des élections municipales, l'enjeu démocratique dont je parlais, il commence au niveau de la plus grande proximité. Le droit opposable à l'emploi, c'est ce qu'on propose se base aussi sur les expérimentations qui sont faites dans les territoires zéro chômage de longue durée, et ça part des besoins, ça part des gens dans un quartier, dans une commune qui décide de nous on a besoin de ça, etc. Et donc voilà, c'est aussi justement l'articulation entre l'institution et puis la réappropriation citoyenne. Donc c'est aussi sur cette base-là et cette dimension d'échange avec la population qui sait en fait, qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup d'expertise aussi. C'est pas juste les scientifiques et les chercheurs, mais les gens, par leur travail, par leur activité associative, par leur quotidien, savent souvent sur les questions de logement, sur l'environnement urbain ou rural dans lequel ils évoluent. Voilà, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter. Après, il faut organiser ça à tous les échelons, coordonner, planifier au niveau national, mais ça part vraiment des besoins et des solutions qui sont portées par les communautés, par les quartiers. Et donc, c'est ce travail-là qu'on fait d'ailleurs aussi avec les insoumis et insoumises qui sont impliqués dans des campagnes municipales citoyennes larges. Voilà, de porter ce message. C'est pas juste au niveau international et à l'Assemblée, c'est à tous les niveaux. C'est beaucoup au niveau local, et merci à nouveau de me servir une belle transition pour la prochaine séquence. C'est bien pensé, hein. Oh là là, c'est bien joué. Puisqu'on allait rejoindre Raphaël dans le quartier de la Goutte d'Or, et parce que la salle Saint-Bruno, qui est justement au cœur un petit peu de la vie associative et des échanges locaux qu'il peut y avoir dans ce quartier-là, cette salle-là vient de réouvrir, et donc je suis allé la retrouver là-bas. Je vous invite à découvrir cette autre séquence. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve devant la salle Saint-Bruno qui se situe juste derrière moi. Alors c'est dans le quartier de la Goutte d'Or que nous sommes. Alors la salle Saint-Bruno, c'est un lieu chargé de symboles, parce que avant d'être cette association, ce lieu abritait un ancien moulin, puis une chapelle, et c'est en 1992 que l'association Salle Saint-Bruno a pris ses quartiers dans ce bâtiment. Alors cette association, elle est très importante parce que c'est un haut lieu de vie pour justement la vie locale, où les habitants peuvent animer des projets sociaux culturels. C'est très intéressant de se trouver devant cette association aujourd'hui, parce qu'elle a fait l'objet de rénovations
très récemment. Et d'ailleurs, il y a eu l'inauguration des lieux rénovés il y a quelques semaines. Et du coup, l'association Salle Saint-Bruno permet d'offrir maintenant un espace convivial et chaleureux, un lieu de vie qui jongle entre transparence et fluidité pour partager du travail entre les habitants. Donc entre projets de quartier, ateliers, dialogue intergénérationnel, les habitants peuvent prendre part à la vie de quartier, et pas seulement les habitants, mais c'est les associations, les collectifs, l'ensemble des personnes concernées par la vie associative peuvent se retrouver à la salle Saint-Bruno et partager, tout simplement tisser des liens entre associations et habitants et permettre l'implication de toutes et tous dans la vie collective. Donc je vous invite à venir à l'association quand vous le souhaitez, quand vous le pouvez, parce que c'est vraiment un lieu de partage avec une richesse d'idées qui volent et qui dansent dans une ardeur insensée et dans un lieu très plein de convivialité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations sur l'association Salle Saint-Bruno sur son site dédié et tous les événements qu'elle organise. En attendant, moi je vous retrouve pour le prochain EMD et tout simplement bon mois de janvier à tous et encore meilleurs vœux pour cette année 2020. Voilà, donc si vous ne la connaissiez pas déjà, je vous invite vraiment à découvrir la salle Saint-Bruno, tellement centrale dans le quartier de la Goutte d'Or. Et sans transition, cette fois, on va aller directement sur la prochaine séquence. On a demandé à Laurence de parler un peu plus en détail d'une loi qui revient à l'Assemblée. C'est la loi contre la haine sur Internet, un grand sujet. Voilà, il y a plein de choses à dire et justement Laurence en parle très bien. Bon visionnage. Bonjour, cette semaine moi je vais vous parler de l'actualité juridique et législative à l'Assemblée nationale qui est la proposition de loi Avia dite contre les contenus haineux sur Internet. Donc c'est une proposition de loi contre laquelle Daniel et l'ensemble du groupe de la France Insoumise s'opposent. Pourquoi ? D'une part parce que sous le prétexte de censurer la haine sur Internet, en réalité, cette proposition de loi donne beaucoup de pouvoir aux plateformes, donc notamment aux GAFA, que sont Facebook ou Twitter, ou Facebook et Twitter déjà, c'est pas mal. Et en quoi ? En leur permettant de censurer les contenus qu'ils jugent haineux. C'est-à-dire qu'on fait de Twitter et de Facebook les juges en première instance de la liberté d'expression. Donc ça, c'est une décentralisation du pouvoir juridictionnel qui est très très dangereux. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont censées juger et estimer si un propos est haineux ou pas ne sont pas des personnes qui sont formées et ne sont pas des personnes qui sont responsables juridiquement comme le sont les juges, pour déterminer ce qui est un contenu haineux ou pas. Donc ça, on s'oppose fermement à ça. Daniel, en première lecture, s'y est opposée. Elle a fait une motion de renvoi de 35 minutes que vous pouvez retrouver sur YouTube, en expliquant exactement pourquoi c'était particulièrement dangereux. Et il n'y a pas que la France Insoumise qui s'y oppose, puisque des associations comme la Quadrature du Net, mais aussi la Commission européenne, ont relevé les dangers que constituaient ces dispositions dans la proposition de loi pour la liberté d'expression et aussi pour, bien sûr, les personnes qui sont censées censurer ces contenus dits haineux, puisque ces personnes-là ne sont pas engagées directement par Facebook ou par Twitter, mais sont par des entreprises sous-traitantes, et elles sont sous-payées, elles sont exposées à des contenus spécifiquement durs à voir, et elles sont dans une situation d'exploitation et de vulnérabilité particulièrement grande. Donc, et pour les droits des travailleurs et pour la liberté d'expression, cette proposition de loi est particulièrement dangereuse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette proposition de loi, en réalité, ne se préoccupe pas vraiment de ce qui constitue les discriminations raciales, sexistes, homo-discriminantes et validistes sur Internet. Puisque la structure d'Internet actuellement permet
de grandes discriminations qui sont elles-mêmes implantées par Google, par Facebook et par Twitter, par Quant, pour ne citer qu'elles. Comment? Par le biais de ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Les biais algorithmiques permettent ou implantent des discriminations qui sont déjà dans la société, soit volontairement. Tinder, par exemple, met en place des biais algorithmiques de manière volontaire pour que des hommes très âgés avec un fort capital financier puissent être couplés avec des jeunes femmes avec moins de capital souvent, ou involontairement parce que les personnes qui créent les algorithmes, en réalité, sont inconscients ou inconscients de leurs biais internalisés et donc les reproduisent dans les algorithmes qu'ils mettent en place. Ça serait une vraie lutte contre les discriminations sur la structure d'Internet. Il y a eu des propositions de loi qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Cory Booker a fait une proposition de loi pour interdire et contrôler les biais algorithmiques sur Internet. La France Insoumise, en première lecture, en a fait également. Ils ont tout été rejetés, même si le gouvernement était obligé d'admettre, par la voix de Cédric O, que c'était une question prégnante et qu'il fallait s'en charger. Voilà. Donc ça, c'était un point rapide sur la question de la proposition de loi haine sur Internet. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a les documents produits par la Quadrature du Net et par la Commission européenne. Et il y a une tribune qui avait été écrite, je crois, en 2014 déjà, par Félix Tréguet et Rokhaya Diallo, pour alerter sur les risques de censure sur Internet sous prétexte de lutter contre les discriminations. Voilà, bonne semaine et bon mois à tous et à toutes. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode 40 d'En mode député. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci beaucoup à tous et à toutes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à la partager sur tous les réseaux. Vous la retrouverez en ligne donc sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site internet député-obono.fr. Et puis, donc je vous redis à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère qu'on se retrouve dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tous et toutes ensemble dans la lutte, dans la mobilisation. À bientôt pour un nouvel épisode de ma revue d'activité parlementaire. Au revoir. À bientôt à tous.